artistes qui sont mortes du sexisme, des violences patriarcales. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a envie de te baiser. Et personne n'a envie de te baiser parce que t'es là avec ton bail au cul. On n'a pas besoin des hommes. J'étais vraiment la plante verte. J'étais là pour décorer. Toujours attention à pas prendre trop de place, à pas être envahissante, menaçante. Donc on est prête à se faire traiter comme ça, à se faire harceler. Il y a un cruel manque de visibilité et de liens. Mettre des mots sur certaines choses qui nous étaient arrivées. Aujourd'hui, dans les Ronces, nous avons la joie d'accueillir les Oliviers, collectif de drag king éminemment engagé, parce que oui, la culture est politique, et pour celles qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est que vous êtes sans doute proche du sommet de la pyramide des privilèges. Les Oliviers, c'est la puissance du drag, mais aussi de l'amitié entre Tao Piacé, Yax Ferry, Asfar et Gaston. Nés il y a tout juste un an, ils ont su marquer les esprits en défendant des causes fortes, notamment en performant pour l'association Afro Moja et pour des soirées en soutien à la Palestine. Exprimant leurs convictions dans une esthétique qui leur sont propres, ils ont su nous toucher, nous marquer et mettre en lumière une colère qui est légitime et qui a besoin de se faire entendre dans notre société qui est de plus en plus réactionnaire. Nous allons parler de l'intersectionnalité des luttes, du pouvoir cathartique de l'art, mais aussi de nos responsabilités respectives à s'éveiller sur les discriminations systémiques. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Une présentation. Vraiment. Incroyable. Trop bien, ouais. J'avoue que je suis trop ravie. Vraiment, avec les Ronces, on est super heureuse de vous recevoir. On est aussi super heureuse d'organiser un drag show avec vous qui aura lieu le 30 avril au Toy Toy. Ça va être vraiment une soirée de folie. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est monté votre collectif et puis pourquoi vous avez choisi le nom des Oliviers ? Fin 2024, je dirais, on avait tous individuellement envie de faire une soirée pour lever des fonds pour la Palestine, un peu chacun dans notre coin, et on se connaissait pas tous forcément. Enfin, il y avait Yax en point central qui connaissait tout le monde. Oui. Parce qu'il nous a formés finalement. C'est vrai aussi. Petite parenthèse. Moi, j'en parle à Yax de mon désir de vouloir faire ça, et on est grave chaud tous les deux. Et puis lui, de son côté, il a Gaston et Tao aussi qui voulaient faire ça, et donc du coup, il nous a fait tous nous rencontrer. Et après, ça a été le coup de foudre, et on s'est dit, mais ouais, En let's fait, go. créons un collectif. Ouais. D'abord la première soirée pour la Palestine. Ouais. Et après, suite à ça, vu que ça marchait bien entre nous, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on continue et qu'on fasse d'autres soirées de levée de fonds. Et après est venu les cabarets des Oliviers. Et vous pouvez que vous féliciter parce que ça a eu un succès de folie. Merci. La mignonnerie, wesh. Oui, c'est vrai qu'après le premier event qu'on a fait, levé de fonds pour la Palestine, c'était un week-end entier qu'on avait fait. On avait fait des drag shows, des expositions, un atelier de drag king, une scène ouverte. C'était très complet comme événement. Et on s'est retrouvés, je me rappelle, le dimanche matin à l'atelier, genre sur un tout petit bout de terrasse ensoleillé dans le locaux qu'on avait. Après avoir dormi 3 heures, Et vraiment. encore. Et encore, ouais, ça c'est la version large. On s'est retrouvés là au soleil et on s'est dit c'est quand même trop beau là ce qu'on a fait, ça a quand même très bien marché, on a eu beaucoup de retours extrêmement touchants et on a tous les 4 été dans la dynamique de se dire ça peut pas être que ça. La révélation, quoi. C'est ça, on s'est dit, là je pense qu'on s'est vraiment posé tous les 4 en se disant est-ce qu'on s'arrête au lever ou est-ce que en vrai il n'y a pas plus loin à viser, parce que là on travaille quand même très bien ensemble, on se complète énormément, on a tous les 4 presque toutes les casquettes à part des compétences de mécanicien de voiture. C'est vrai que celle-là on l'a pas. C'est vrai qu'on a beaucoup cherché en termes de compétences. Du coup, on prévoit de se former. On a pris un petit stage. Un petit stage de Les formation oliviers pour le et la collectif. carrosserie. Je trouve ça hyper beau parce que vous avez aussi une esthétique qui vous est propre à chacun. Mais en même temps, il y a vraiment un côté hyper pur aussi et vachement sincère. Meilleure idée que vous ayez monté votre propre collectif. Et le choix du nom, c'est venu hyper naturellement comme ça. On a réfléchi un petit peu sur plusieurs propales et en fait il s'avère que au vu du fait que la première levée de fonds était à destination de la Palestine et que la moitié du groupe dont moi et Asfar sommes nord-africains, les Oliviers, des choses qui ont une place très forte et nous dans notre pays d'origine mais aussi Palestine en fait. C'est un peu venu de là, autant pour une question de représentation, autant pour une question
célébration, de rappel d'où est-ce qu'on est né, et puis juste la symbolique de l'olivier en elle-même. Donc c'est venu de là. Au début, on ne faisait que des levées, donc on s'est appelé la levée des oliviers. Et puis, à force de travailler ensemble et de voir à quel point ça fonctionnait, on a commencé à penser à d'autres formats, tout en faisant de l'art militant. Au-delà des levées de fonds, les cabarets et puis toutes nos autres envies, même ce qui appartient à la partie tournage, ça fait partie aussi de l'identité du collectif. Et il y a un peu ce truc de, on va enlever le lever dans la levée des oliviers, parce que dans l'idée, on va pas faire que ça. Ça fait partie de nos différentes casquettes, mais voilà. Et donc, on a gardé les oliviers. C'était court, concis, c'était factuellement bien, c'était nickel, quoi. C'était super. Aujourd'hui, la culture drag, elle est devenue assez mainstream ces dernières années et ça a assez bon comme ses mauvais côtés. Est-ce que selon vous, on garde quand même un peu le truc contre-culture hyper politique dans le drag, où il y a un peu une tendance à ce que ça s'unifie un peu, ou ça se blanchise aussi vachement? Enfin, c'est quoi un peu de ça? Comment il grandit un peu le paysage drag en France? Je pense qu'il reste une diversité dans la scène drag, mais effectivement, il y a quand même une grosse réappropriation capitaliste du drag dans le drag qu'on peut voir notamment sur les scènes de type Drag Race et tout ça. Évidemment que le drag ça reste politique, mais en attendant, il y a quand même un aspect intersectionnel qui est important à prendre en compte, que en fait même des artistes drag ont des privilèges. Les mecs cis blancs par exemple qui font du drag queen, ça reste des personnes avec des privilèges, et le fait que le drag soit de plus en plus mainstream, ça amène à plus de visibilité, mais ça amène aussi à rentrer dans des sphères où va y avoir du profit, qui dit argent dit capitalisme, dit reproduction de pouvoir, dit exclusion encore une fois des personnes les plus minorisées qui sont les personnes racisées, les personnes trans. Ça reproduit juste l'échelle de domination et d'exclusion des catégories les plus minorisées. Ouais, visibilité aux personnes les plus privilégiées. Ouais, et le drag n'est pas exclu, comme toute autre forme d'art, n'est pas exclu de ça. Avec les oliviers ou individuellement, on considérait que vous étiez trop politisé, où il y a un peu des mésententes même sur les scènes lyonnaises. On veut pas jouer là, on veut pas performer là, parce que en fait, il y a un peu de l'appropriation du drag, parce que c'est vendeur aussi maintenant. Oui, je suis très d'accord avec toutes les suppositions qui ont été mises en avant. En réalité, quel type de drag est mis en avant aujourd'hui dans la partie mainstream? Parce qu'en réalité, tes parents, si tu leur dis les drags, ils connaissent? Non, ils connaissent les drag queens. Ouais, de fou. Si tu leur parles de drag king, est-ce que réellement ils savent? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que si on leur parle de drag créature, ils savent de quoi on parle? Les drag queer, tout ça. Carrément. Est-ce qu'on sait? Non, on ne sait pas. Donc en réalité, la partie mainstream, elle a servi pour une petite partie du drag qui correspond quand même à ce qui peut être projeté pour la télé à une certaine heure. Et encore, même comme ça a été un peu limité, parce que finalement, on peut plus le mettre trop à la télé, on va le mettre sur le site internet plutôt de France TV /. Et puis ensuite, on va le mettre encore plus, enfin, on minimise petit à petit. Après, pareil, il y a quand même des schémas dans ce truc où les personnes qui ont tenté de prendre la parole et d'être politique sans filtre, ça s'est pas toujours très très bien passé, y compris dans Drag Race. Donc on voit bien que ça a ses limites. Hein. C'est pas vrai, on n'y est même pas encore réellement au mainstream. C'est pas vrai, puisque 90% de la communauté drag n'est pas mise en avant, n'est pas représentée. Bon, oui, il y a encore du taf. Déjà ça, quoi. Donc voilà. Et après, nous, est-ce que nous, dans nos combats, nos luttes, nos prestations, on choisit de jouer à tel ou tel endroit plus qu'à un autre? Oui et non. Parce qu'en fait, on doit faire un espèce de choix à chaque date de « Ok, si je suis utilisée, est-ce que je peux y faire quand même passer mes messages ?» Parce que du coup, là, on va pas forcément dire non tout de suite. Parce que s'il y a un grand auditoire, qu'on a moyen de dire on vient jouer, on leur dit pas ce qu'on va faire, mais quand on est sur scène, faire des grosses prises de parole, des grosses performances très dans la dénonciation de plein de choses. Donc ça dépend. Il y a du oui et il y a du non. Bon, après, quand c'est évident qu'on se fait exploiter, qu'on est payé au lance-pierre et qu'en plus de ça, on nous traite n'importe comment devant un public où on sait qu'en descendant de scène, on va potentiellement se prendre des micro-agressions de tout type, on évite quand même. Pour revenir sur le côté mainstream, ça lisse aussi beaucoup l'image du drag. Il y a quelque chose de se cacher un peu derrière l'idée que juste être drague, c'est déjà politique. Et je pense que dans le mainstream, ça sert beaucoup aussi le capitalisme, de se dire bon, ça va, juste ma présence suffira à... Et c'est très axé sur des gens qui ont beaucoup de privilèges aussi, à se permettre d'aller un peu jouer dans une cour qui rallie un peu des gens qui vont se dire non mais nous c'est bon, on est ouvert d'esprit, on est déconstruit, sans même se poser la question de quelles inégalités je reproduis, en fait est-ce que je suis vraiment déconstruit sur ces sujets-là, parce que oui, on peut être une personne âgée, blanche, de droite et avoir des dragues dans son entourage par exemple, c'est pas du tout incompatible. Ça montre que le mainstream ça lisse aussi l'image du drag, où après effectivement nous on sent ces répercussions là, dans le sens où on peut avoir des discours des fois de vous êtes trop politisé. Le drag king est souvent associé à une image très politisée. Les drag kings qu'on va médiatiser et qu'on va faire monter genre très vite, il faut qu'ils gardent un truc un peu lisse, parce qu'il faut pas trop faut pas parler choquer, fort, il faut pas trop il y a quelque chose autour de ça, je trouve, cette image un peu lissée
sait aussi que nous, on peut ressentir. Parfois, on s'adapte, comme a dit Yax, en fonction du public et tout, parce que nous, notre intérêt, c'est de toucher le plus de gens possible, aussi de faire de la Que représentation. vous puissiez exprimer votre art en étant safe et en Oui. étant... Il y a un peu de légèreté aussi, parce que même s'il faut être Oui. responsable, il faut aussi que vous puissiez kiffer, que vous puissiez prendre place et que ce soit pas non plus tout le temps un truc où il y a un potentiel danger. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps de faire une date où justement c'était très très léger ce qu'on nous demandait parce que c'était un rôle un peu à interpréter et on s'est rendu compte qu'on n'était pas souvent appelé pour ce genre de truc. Souvent les gens nous ont beaucoup aussi catégorisé dans un truc de ça dénonce, ça dit les termes. Faut que ce soit genre direct, très très puissant en termes de dénonciation et tout, alors que on est aussi capable, et c'est ce qu'on a voulu montrer en faisant notre cabaret, on est capable aussi de rire, on est capable de toucher, on est capable d'émouvoir. Mais c'est aussi ça, la c'est puissance aussi ça. du militantisme et de rassembler autour de la joie et de la légèreté et ouf, du rire, franchement. Nous, on s'est dit ça avec le cabaret des Oliviers. On a un format un peu zapping où il y a du coup de l'audiovisuel qu'on peut un peu retrafiquer, notamment des doublages sur des politiciens. Et en fait, les endroits où les gens ils s'éclatent de rire, c'est souvent les trucs qui leur font le plus peur. Mais parce que politiquement parlant, c'est l'arme la plus puissante qu'on ait. Faire rire sur les choses qui font peur. Par exemple, dans notre dernier cabaret, on a trouvé des flics qui se baladent dans un truc d'eau et ils tombent dans l'eau. Et nous, on a doublé en disant on cherche les œufs, plouf plouf. Et c'est ridicule. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a fait beaucoup rire les gens parce qu'il y a un monde où, quand ils se sont baladés dans la rue le lendemain, ils ont croisé des flics et ils les ont vus tomber dans l'eau en notre zap. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et d'un coup, tu te balades, il n'y a plus forcément l'oppression parce que tu as tourné en ridicule. Même de toute façon, les gens, ils savent un peu jamais trop. Soit on est trop politique, soit on l'est pas assez, mais il y a toujours un truc qui va pas dans tous les cas parce que derrière qu'est-ce qu'il y a contre le king vraiment à dire, contre le drag king, c'est qu'en réalité il y a une forme de misogynie, de sexisme et de machin qui est toujours là, parce qu'en fait la majorité des drag kings c'est quand même un art qui est pratiqué par des personnes trans et des femmes, et que les gens ils ont un gros souci avec les personnes sexisées, les femmes, les trans qui prennent la parole et qui dénoncent des trucs, et puis juste même qui prennent la place sur scène, ça pose un souci. Donc en fait il y aura toujours, tant qu'il y aura le patriarcat, un gros souci avec les drag kings. Ce sera jamais assez bien, jamais assez on n'est pas assez pailleté, en même temps trop politique, et puis en même temps quand on fait de la paillette on le fait pas bien, et puis quand c'est un combat continu quoi. Pour rejoindre sur ce que tu disais, effectivement je trouve que c'est un peu la DA de notre collectif d'arriver à faire converger à la fois nos luttes, nos arts et différentes manières d'aborder le militantisme, pas que à travers la colère mais effectivement à travers l'humour, parce qu'on a souvent tendance à penser que des perfs drag plutôt humoristiques vont pas forcément être aussi politiques, alors qu'en fait effectivement comme ce que tu disais, je trouve que nos cabarets sont un bon exemple de concentration, de militantisme sur plein de levels, en abordant plein de thématiques différentes, plein de formes artistiques différentes, mais en étant toujours dans l'intersectionnalité des luttes, dans la convergence. Gaston, j'ai cru voir que tu avais été pendant un petit temps en Autriche. Est-ce que la culture du drag, elle est différente là-bas ou plus politique ou non? Est-ce que c'est là-bas que tu as commencé ton histoire du drag? J'ai commencé le drag à Lyon, j'ai fait mes premières scènes à Lyon, et c'est vrai que très vite, après avoir commencé, je suis parti pour faire mon master à Vienne, en Autriche, et c'est là-bas que j'ai beaucoup évolué, où j'ai aussi co-créé un collectif là-bas qui s'appelait Bro Homo, et effectivement je me suis rendu compte que les scènes drag étaient très différentes. Bon, déjà Lyon c'est très blanc, mais Vienne c'est encore plus blanc. Il y avait très peu de drag kings quand je suis arrivé là-bas. Je pense qu'il devait y avoir 3 drag kings qui performaient, enfin qui étaient visibles du moins, alors qu'à Lyon il y en avait déjà beaucoup en 2021. Mais il y avait aussi tout à faire. Quand on a créé notre collectif, on était principalement des personnes transmasques, dont la moitié de drag kings, et effectivement rien que d'avoir des scènes en non-mixité ou des trucs comme ça a créé un renouveau, parce qu'en fait la scène était dominée par des mecs cis blancs qui faisaient du drag queen. C'était que ça globalement, c'était eux qui avaient accès aux salles. Il y avait très peu d'espace pour les personnes sexisées. Rien que le fait d'avoir créé ça, ça a donné un peu un renouveau dans la scène, enfin ça a créé quelque chose d'autre, en tout cas d'autres communautés et d'autres espaces. La scène a pas mal évolué, ça fait un petit moment que j'y suis plus, donc je sais qu'il y a plein d'autres collectifs qui ont pris et tout ça, et que ça a encore pas mal évolué, et qu'il y a plus maintenant de personnes sexisées, de drag king, de drag queer, drag créatures qui ont pris un petit peu de place. Pour toi, ça a été trop une expérience de ouf. assez épanouissante là-bas. T'as appris plein de choses là-bas et t'as commencé un peu à performer là-bas. J'ai eu l'occasion de pas mal performer. C'était très chouette. Un peu un des avantages qu'il n'y avait pas beaucoup de drag kings, c'est que du coup j'ai été très vite tokenisé. En vrai, mais j'en ai profité aussi. Du coup c'est vrai que j'ai eu accès à pas mal de scènes, et aussi juste taffer avec le collectif. J'ai pu bosser avec des artistes qui m'ont beaucoup formé aussi, parce que en vrai je débutais quand même, donc j'étais pas aussi allé sur scène, et j'ai appris plein de skills là-bas qui ont fait que quand je suis revenu à Lyon, je suis revenu complètement différente. Donc ça a été très formateur aussi. C'est assez intéressant et puis important de se dire qu'il y a quand même différents mouvements dans le drag.
qu'il n'y a pas une pensée unique en soi, parce que même si c'est intrinsèquement militant, fort heureusement, c'est quand même diversifié aussi. J'ai aussi l'impression que l'intersectionnalité des luttes, elle n'est pas si évidente que ça, de comment elle est représentée, mais même de comment on se l'approprie nous. Vous, c'est quoi votre histoire par rapport à ça? Comment ça a émergé chez vous? Comment vous êtes un peu éveillé à ça? Et puis bon, les différents murs aussi qu'on peut se prendre un peu dans la tête quoi, par rapport à tout ça. Moi, mon rapport à l'intersectionnalité, déjà, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance au Maroc. Ok. Ce que je captais assez tôt, dont j'ai été témoin aussi, c'est comment les Blancs ou les personnes de France, principalement, agissent quand il y a le son au Maroc. Et ça, j'en ai beaucoup été témoin, que ce soit du racisme décomplexé de la part d'adultes. Moi, en tant qu'enfant, je suis choquée. Voilà, il y a des choses comme ça qui rentrent dans ma tête et dont je suis témoin et qui me choquent profondément et que je comprends pas. Et même l'agissement aussi entre enfants. Moi, je suis enfant d'immigrés, donc je suis née en France. Mon père, il est marocain. Déjà, j'ai vite capté de moi, en tant qu'enfant d'immigrés, les schémas à ne pas reproduire quand je vais au Maroc, en fait. Et ça, d'en être conscient. En France, je suis une personne racisée, mais quand je suis au Maroc, moi, je me considère pas comme une personne racisée parce que c'est moi qui suis dans mes privilèges, en fait. Je suis née en France, j'ai eu accès au confort que la France donne. Et du coup, quand je retourne au Maroc, il y a énormément d'agissements et de choses à pas faire et à pas perpétuer. J'ai dû aussi déconstruire tout ça. Tu retournes souvent au Maroc? J'y suis plus retournée pendant 8 ans. Ok. Et 2023, j'y suis retournée et après, en 2024, je suis retournée. Je devais y retourner cette année. Financièrement, c'est un peu compliqué. Dès que j'ai l'occasion, et si j'ai l'occasion, grave de ouf. Pour celles qui nous écoutent. T'es aussi réalisateur? Oui. T'es peut-être d'ailleurs avant tout réalisateur avant de faire du drag. Oui. C'est quand même plus un truc d'être dans l'observation, de savoir capter un moment. Être derrière la cam, c'est quand même pas pareil que performer. Comment t'étais passée de l'autre côté, d'être un peu sur scène, déjà depuis combien de temps? Ma première scène, c'était quand? C'était la levée du Congo et c'était le 30 octobre. Il y a genre même pas un an, tu veux dire? Oui, c'était il y a littéralement 5 mois. On peut dire 5 mois et j'ai fait 4 scènes. Je tiens à dire que le 30 avril au Toy Toy, ce sera aussi un anniversaire du coup, vu que 30 octobre, 30 avril. Ça marche très bien. Super. Ça fera 6 mois. J'ai fait 4 scènes. Comment ça s'est passé de la réalisation au drag? Assez compliqué et c'est toujours très compliqué en réalité. J'ai énormément de problèmes de confiance en moi sur lesquels je travaille beaucoup. La question de syndrome de l'imposterie, ce genre de choses un peu. Oui, voilà. C'est en package. Il y a tout dedans. Si je fais de la réalisation à la base, c'est parce que je suis très à l'aise derrière la cam. Être à l'écoute, analyser, ça c'est ma cam, j'adore. Comment je suis arrivée à faire du drag? C'est-à-dire qu'il y a eu la levée pour la Palestine. Et à ce moment-là, je me voyais pas de base faire du drag. Et pour moi, c'était un non quasi catégorique. En tout cas, j'en avais très très peur. Je m'étais dit, mais en fait, je suis réal, j'adore la mise en scène. Vas-y, je vais écrire des perfs en fait. Je me voyais bien dans cette casquette de metteur en scène drag. Et vu que je côtoyais beaucoup déjà de base la scène queer / drag depuis un moment, vu que je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup de photos aussi, depuis plusieurs années déjà. Et j'ai écrit une perf que j'ai transmis à Tao Piacé, que voilà, en lui disant « Regarde, j'ai écrit une perf pour toi !» Et du coup, il m'a dit « Mais pourquoi tu la fais pas toi ?» Si je peux me permettre, il est arrivé en me disant je t'ai écrit une perf. Et lui, j'étais là, mais c'est un gros banger. Pourquoi c'est pas toi qui l'as fait? C'est génial. Faut passer ce cap. C'était trop émouvant aussi de te voir sur scène la première fois pour ça, parce que c'était trop beau de voir tout l'accomplissement de tout le travail de conscience que ça demande. Que vous avez beaucoup aussi pour que ça se fasse. C'est trop bien. Mais en fait, c'est c'est ça. Comme il avait des super idées, il a pondu un chef-d'œuvre. Moi, j'ai lu ça, j'ai fait oui, c'est un grand oui, mais c'est toi qui vas le faire. Vrai, hein. Nous, on a juste été là en mode allez, prends confiance en toi, mon bébou. Mais en vrai de vrai, t'as tout fait tout seul. Tu es la star que tu pensais être. Presque parce que prendre place sur scène, c'est pas inné. C'est pas si simple que ça. Prendre place en faisant du drag dans un truc comme ça qui est quand même hyper important, bravo à toi. C'est trop beau que t'aies réussi à faire ça, puis que c'est aussi ton environnement qui t'a permis de réussir à faire ça. Sans eux, j'aurais jamais fait. Non. C'était aussi accompagné du fait qu'il y ait aussi une urgence d'expression, une urgence de message à faire passer. Et s'il n'y avait pas cette urgence-là, franchement, je me serais dit,
peut-être pas. Mais vu qu'il y a cette urgence-là de faire des choses, faire passer des messages. J'ai aussi l'impression que les Oliviers, c'est un peu né dans l'urgence, que là, on est dans un moment de fascisation extrêmement, extrêmement fort. Comment on fait pour pas être paralysé ou sidéré par la violence qu'il y a là? Comment vous arrivez aussi à préserver au niveau de la santé mentale? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes fatigué comme tout le monde aussi, tu vois, de genre ce truc de putain, mais lutter c'est trop dur aussi, et comment vous arrivez à nourrir tout ça, à préserver votre santé mentale et à continuer à croire en ça et puis en la nécessité de ces projets-là? J'ai plusieurs raisons qui font que aujourd'hui je fais ça. C'est que si je fais pas là de la scène du drag king, moi c'est le seul endroit où j'ai trouvé un espace dans lequel je pouvais faire un métier dans lequel je me faisais pas rouler dessus. Parce qu'en fait, moi, à la base, j'ai un bac au rattrapage, c'est tout. Il n'y a pas de métier dans lesquels je peux gagner beaucoup de thunes, dans tous les cas, déjà de base. Ouais. Donc ça veut dire que soit je faisais plein de petits métiers comme ce que j'ai fait, mais à la base je voulais dans tous les cas faire de la scène, mais même dans la scène, moi à la base je voulais faire de la musique. Et même tu voulais faire de la musique? Ouais, j'ai fait ça je savais pas ça. Petit moment de musique, de batterie. Et même dans la musique, en réalité, je suis face à beaucoup d'hommes cis blancs et en fait il s'avère que je n'y trouve pas ma place parce que je suis toujours moins bon, moins machin, moins truc, moins légitime de tout en fait. Donc déjà il n'y avait pas. Donc si moi j'enlève la seule chose dans laquelle j'avais un peu plus de formation, j'aurais rien pu faire parce qu'après même dans les autres métiers, dans les petits boulots par exemple, j'aurais pu, si j'avais pas subi de discrimination, peut-être en faire toute ma vie. Et même là-dedans, je prends tarif. Donc ça rejoint un peu l'idée que si je fais pas ça, où est-ce que j'ai un endroit où je peux vivre à peu près ok, en sachant que là tu demandais est-ce qu'il y a des moments où on est fatigué, est-ce qu'il y a des moments où on n'est pas... En fait t'as pas le choix aussi. Oui, je n'ai pas le truc c'est ça qui te nourrit, mais c'est aussi que t'as pas le choix de faire ça quoi. C'est ça, c'est-à-dire que je suis trans, je suis racisée, je suis née à Tunis, je me suis fait adopter, j'ai des problèmes de santé et des handicaps, je suis précaire, j'ai pas d'études sup, de rien du tout. C'est relou en fait. C'est-à-dire que c'est plus d'abord un truc de dépit, de nécessité quoi. En fait, où est-ce que je vais? Et après à partir de là, j'ai capté. Alors attention, TW, je suis peut-être un peu défaitiste, un peu fataliste, etc. Mais moi, je crois pas au fait que là, ça ira mieux. Très honnêtement, pour moi, ça ne peut que aller de pire en pire. Par contre, la seule chose sur laquelle je suis persuadée, c'est que j'ai envie que... Parce qu'on est là, voilà, on est là, la commu, elle existe. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle? C'est faire en sorte, autant que je peux, avec les moyens du bord, de faire en sorte que les personnes qui m'entourent, les personnes pluriminorisées devant qui je peux jouer, à ces personnes-là, je puisse apporter un peu d'espoir, un peu de love, un peu de légèreté, un peu de trucs comme ça, quoi. Mais je ne veux pas changer le monde, parce que je n'y crois pas au fait que le monde changera. Parce que là, pour moi, c'est... Ça pue un peu, hein, ça pue. Mais je sais. Mais t'as raison. En même temps, c'est aussi comme ça qu'on se préserve. C'est en étant dans une communauté qui rassemble, qui nous ressource. On se sent à notre place et on se sent safe. Mais moi, je suis mi-pessimiste, mi-optimiste dans le sens où j'ai ce pessimiste de toute manière. Là, ça va vraiment être la merde sur les peut-être 15 prochaines années. Je crois dans la puissance de la solidarité, qu'au bout d'un moment, on ira vers une société qui sera plus égalitaire. Alors moi, j'y crois, mais seulement s'il y a une révolution vraiment, mais gigantissime. On n'y arrivera pas parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de personnes qui sont en mode let's go révolution, que ce soit dans 15 ans ou dans 20, 30, 50 ans. Moi, je pense qu'on sera plus là pour voir s'il y a un changement. Je pense qu'on le verra pas, mais qu'on peut juste mettre nos pierres... Dans 20 ans ou 30 ans, tu crois qu'on sera pas... Je pense qu'on sera toujours dans un truc où le capitalisme et le patriarcat sera au top du top, et que du coup, tant que ça c'est là, à quelle heure ça ira mieux pour les gens comme nous? Et si pour nous ça va pas bien, même juste ce qui se passe dans le monde, enfin il y a même pas besoin de... Je trouve que c'est là aussi où le truc de la fête c'est politique, parce que c'est aussi libérateur de faire la fête. C'est pas que un truc où il y a des potentiels dangers à cause des mecs cis agresseurs violeurs, mais de se dire que du coup c'est essentiel qu'on préserve des endroits où on peut faire la fête, où on peut justement être dans un truc hyper libérateur du corps aussi, où on peut juste danser, ne plus penser et que chacun se sente bien, et que des lieux queer à Lyon, c'est aussi essentiel qu'on puisse les défendre. Souvent c'est quand même des milieux associatifs ou qui sont pas non plus forcément sur le long terme sur le plan économique. Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a aussi un biais dans le sens où la fête c'est politique. Pour moi, ça a la même vibe que le drag c'est politique. Okay. Oui, la fête c'est politique, mais ça dépend dans quels espaces, ça dépend qui fait la fête, qui organise, qui a accès à ces espaces de fête. C'est aussi un des enjeux justement de créer des espaces de fête qui soient réellement intersectionnels. C'est pour justement créer des espaces où tout le monde puisse se sentir bien et que même les gens qui se font rouler dessus par leur semaine, qui sont pluriminorisés et tout, ils aient aussi accès à des espaces où ils peuvent lâcher prise, où ils peuvent se sentir bien. Parce que évidemment qu'on ne créera jamais des espaces 100% safe, mais on peut mettre des trucs en place pour que ce soit safer. Je trouve que encore beaucoup trop souvent dans les espaces queer, c'est les queers blancs privilégiés qui auront accès à ces espaces
espaces-là. Ouais. Du coup, la fête est politique. Mais en fait, pas tout le monde a accès à ces espaces de fête et à ces espaces de décharge aussi et de communauté, ou du moins pas dans les mêmes espaces, pas dans les espaces publics, Ouais. guillemets. C'est aussi un enjeu à avoir en tête, politiser en fait tous les espaces, y compris les espaces de fête. C'est vrai qu'à Lyon, les espaces de fête, ils ont été aussi très difficiles à trouver pour nous. Là, c'est le moment où on fait un gros big up au collectif Auchoumaré, qui a été d'un gros renouveau dans la scène lyonnaise et dans la scène française de manière générale. C'est ceux qui savent pas, c'est un collectif afro-queer. Oui, mais Les féministes, enfin bref, elles font tout, elles sont super, on les adore, elles sont DJ, il y a des performeuses et elles ont vraiment repris justement un espace dont on avait crucialement besoin dans la communauté queer, parce que pour l'instant c'était quand même très axé sur des hommes cis blancs qui faisaient des espaces festifs, ce qui fait que quand on est pluriminorisé, compliqué de fou en vrai d'avoir accès à ces espaces-là où on se sent bien. Y aller travailler certes, mais dire que c'est l'endroit où on va lâcher prise, où on va... Non, ça c'était pas vrai du tout. Et je voulais aussi revenir vite fait sur la nuance de un peu côté pessimiste de ce monde. Moi je suis assez d'accord, je pense qu'on vit pile poil le climax d'un truc cyclique, né au moment où le fascisme il va revenir, et oui, ça va pas se faire en 3 ans, en mode très très vénère et qu'on va se faire rouler dessus, et je pense que nous on n'est pas la génération qui va profiter de la reconstruction. Et on va participer à cet effondrement-là. Par contre, l'endroit où je garde espoir, c'est que justement, dans les espaces qu'on crée, il y a de l'espoir parce qu'on est ensemble. Nous, on arrive à créer des petits moments où on partage, où on construit ensemble, on s'entraide. Et ça, finalement, c'est un truc qui, je pense, donne de l'espoir vachement à nos communautés pour se dire « Ouais, le monde, il pue la merde. » Et en vrai, on va jamais voir la fin du tunnel sur ce panel-là, mais au moins, on pourra profiter de certains moments de joie et d'euphorie par un prisme un peu et puis de si niche. effectivement, il doit y avoir un renversement du fascisme again, et puis la reprise des minorités qui gèrent un peu tout. Si ça doit arriver un jour, on aura fait notre part du taf dans les portes qui étaient tentées d'être ouvertes à une période. Donc c'est à la fois pour, si vraiment ça doit aller mieux, certain qu'on aura fait notre part du taf. Si ça ira pas mieux, on aura essayé de rendre un chouïa plus douce la merde dans laquelle on est collectivement actuellement, quoi. Je me souviens quand on avait enregistré l'épisode avec Tao pour les ronces, c'était la période où il y avait les législatives. On en avait parlé pendant le podcast. Je crois qu'on n'était quand même pas prêts dans nos têtes à se dire que ça allait aller si vite au niveau de la droitisation de l'extrême droite qui devient clairement un parti politique abordable, acceptable, et que en fait le racisme et le fascisme, finalement, est-ce que ça n'a pas la légitimité d'exister ? Ça me paraît fou, ça me paraît irrationnel, et mon cerveau il n'arrivait pas à assimiler les choses. Quand on avait fait le drag show au Toy Toy avec les ronces l'an passé, Jax t'avais fait une perf. En fait, je trouve que toi dans ton drag, c'est ça qui est hyper fort, c'est qu'il y a un côté politique percutant, en même temps satirique, qui fait que ça amène à la réflexion, rigolant sur des trucs, ça dénonce des choses qui sont quand même vraiment très très réelles. On rigole, mais... Toi, tu l'as construit comment, ton drag qui est politique, assumé, tu fais même des seuls en scène par rapport à tout ça. Comment t'as évolué là-dedans ? Mon drag, il s'est construit en miroir à moi, comment je suis en civil. Ouais. C'est-à-dire que j'avais déjà ces takes, j'avais déjà cet humour, j'écrivais déjà, puis je suis quelqu'un de très extraverti de base. Je parle beaucoup, j'adore débattre, étayer mes propos, que les gens étayent les leurs, qu'on ait des échanges sur absolument tout. Je prends beaucoup l'espace, je fais beaucoup de blagues, je fais déjà un peu mon spectacle dans ma vie de tous les jours. Ouais. Et il s'avère que dans ma vie de tous les jours, les personnes qui m'aiment bien, on échange et tout machin, mais il y a aussi beaucoup de monde dans la société qui ne m'écoute pas. Parce que justement, toutes les minorités que je représente sont des portes ouvertes à me faire fermer ma gueule. Il s'avère que là, je me suis rendu compte avec le drag que j'avais une scène, donc un auditoire, et des personnes qui, quand bien même elles n'avaient pas très envie de m'écouter, elles pouvaient pas me couper. La seule chose qu'elles pouvaient faire, c'est à la limite aller aux chiottes. Enfin, j'avais un truc de on m'écoute. Et aussi parce que visuellement, j'ai cherché à avoir une esthétique qui faisait que la majorité qui, en principe, trouve mon drag plutôt beau, parce qu'il répond à des codes de type beauty privilège, ça fait qu'on nous écoute plus. Quand on est sur la scène, on nous écoute plus. C'est ce qui te semblait nécessaire et c'était ce dont tu avais besoin aussi par rapport à ce que tu vivais et comment t'exprimais tout ça dans ton art, quoi, parce que c'est un art exutoire aussi. Et... Ah oui. Je m'en suis servi comme thérapie, comme moyen de reconnecter à ma culture d'origine. Je l'ai utilisé comme moyen pour rencontrer mon entourage. Vraiment, le drag king comme outil dans la vie. Mais premier degré. Boîte d'outils. C'est exactement ça, je l'ai utilisé comme une boîte à outils avec laquelle je pouvais tenter d'avoir accès à ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie, puis juste les trucs pour survivre en fait. Mais sinon, mon art en lui-même, ce que j'écris, ce que je dis, même sans la scène, c'est le genre de take que j'ai, quoi. C'est vraiment une extension de moi, ce drag.
On va pas tarder à arriver à la fin de l'épisode. Déjà, merci pour le temps que vous nous accordez. En passé, avec les ronces, quand on avait organisé le drag show et qu'on avait demandé à Tao d'être notre host, on savait que ça allait être un truc de fou. Mais franchement, on s'attendait pas non plus à ça. On a été hyper reconnaissante, hyper touchée, hyper ravie. C'était fort, c'était puissant. Et on a trop hâte de revivre ça avec vous en avril. Vraiment, merci pour ça. Pour nos auditoristes, venez voir. Parce que ça va juste être incroyable. Petit point promo aussi pour DJ Pom 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 qui sera là à notre soirée. Oui. Tout à fait. La reine meilleure sera DJ du présente. monde. Elle fera un DJ set après votre perf et ça va être un truc de fou. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux. Aller suivre son collectif aussi au Choumaré. Oui. On a trop hâte de vivre ça tous ensemble le 30 avril. La Faut hâte. bloquer le 30. Et je prends quand même une seconde pour vous remercier le collectif des ronces, parce qu'en fait c'est aussi des espaces que vous nous aidez à avoir, parce qu'en réalité nous on fait tout ce qu'on peut et tout, mais vous nous apportez des espaces d'expression sur scène, mais aussi là en podcast et en machin, et en fait mais c'est hyper doux, donc vas-y, laisse-nous te remercier aussi. Mais oui, merci de nous avoir reçus. Merci pour tout le travail aussi d'archivage, parce que c'est vrai que le podcast, il permet aussi ça, d'archiver, je pense, dans le temps nos voix. Ça, c'est important, parce que c'est vrai que les événements festifs, c'est très marqué sur l'instant présent. Et oui, on peut avoir un peu des photos, des vidéos qui traînent, mais c'est pas quelque chose qu'on peut revivre, je crois, alors que les podcasts, ça se réécoute. Donc ça, c'est trop important pour nous d'archiver. Donc merci pour ça. Pour ceux et celles qui nous écoutent, il faut surligner en très gros le 30 avril 2026, je précise, parce que pour ceux qui écoutent en 2028, ça ne marche plus. Venez le 30. Venez le 30, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Bisous. Des gros zoubis. Bisous. Merci beaucoup. Ouais, vendu matin. Je connais même pas les paroles.